Il est 18h30, la suite de BFM TVSD. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Vous êtes député de la France Insoumise, vous revenez de Reims, où il y avait ce matin la clôture de la convention de votre parti. Au milieu de beaucoup d'autres sujets, Jean-Luc Mélenchon s'est adressé aux jeunes, a essayé de les mobiliser. Il est vrai que les jeunes ont été un de vos électorats, une part de votre électorat importante au cours du dernier scrutin présidentiel. Ça veut dire que vous sentez qu'ils ne vous suivent plus ? La campagne commence, c'est un appel à l'engagement. Et notamment parmi les grands enjeux que nous avons devant nous, il y a la question sociale, question démocratique, puis la crise écologique. Et qui plus, j'ai envie de dire que la jeunesse doit prendre en main son destin, son sort pour éviter que la crise écologique qui est annoncée par les rapports du GIEC, c'est les plus grands scientifiques, et vous en avez souvent parlé, donc c'est à cette jeunesse de s'engager. La jeunesse, elle a un enthousiasme, elle a une disponibilité encore plus importante que beaucoup d'entre nous. Est-ce qu'elle n'est pas abstentionniste, la jeunesse? Elle l'est souvent, parce que, notamment, vous savez, il y a une chose dont on a parlé, par exemple, lors de cette convention. Savez-vous qu'il y a 13 millions de nos concitoyens qui sont mal inscrits ou non inscrits sur les listes électorales, et notamment beaucoup dans la jeunesse. Pourquoi? Parce que souvent ils étaient inscrits sur une liste électorale du domicile de leurs parents, depuis ils ont déménagé, ils n'y sont pas, etc. Donc il faut que cette jeunesse, elle s'engage. Par exemple, les campagnes que nous allons mener, nous, c'est notamment faire en sorte que dans les milieux populaires ou en direction de la jeunesse, qu'on s'inscrive sur les listes électorales pour participer. C'est le peuple souverain qui doit s'exprimer à la C'est ça le cœur de ce scrutin qui vient, les abstentionnistes? Notamment parce que souvent... Je rappelle qu'on a battu un record sur les régionales en termes d'abstention. Exactement. 70% de nos concitoyens ne sont pas venus voter. Ça veut dire que les pouvoirs qui ont été élus, les présidences, sont faibles d'un point de vue démocratique, quelle que soit la couleur. J'ai envie de dire, quand vous êtes élu avec 30% de participation et que vous avez obtenu, bien souvent après, à peine 50% sur ces 30%, ça veut dire que le président, que la présidente représente 10 à 15% du corps. Oui, mais vous-même, vous avez concouru dans ces scrutins. Mais bien entendu. Non, mais je ne m'extrais pas de ça. Je voulais même que je vous dise, Jean-Baptiste Boursier, je suis élu d'une circonscription ayant obtenu en 2017 près de 60% des voix au second tour. Mais en vérité, par rapport au nombre d'électeurs inscrits, je ne représente que 19% des électeurs inscrits. Moi, comme les 576 autres députés, je ne représente à peine 80% des gens de ma circonscription n'ont pas voté pour leur député. Et ça pour tous les autres. Donc le pouvoir... Qu'est-ce que vous devez changer? Non, attendez, c'est important. Ça veut dire... Qu'est-ce que vous devez changer, Alors, ce qu'on doit changer, puisqu'on parle de ce sujet-là, c'est notamment rendre nos institutions plus démocratiques. Le grand projet et la proposition de Jean-Luc Mélenchon, c'est convoquons une assemblée constituante, s'il était élu, un référendum le 14 juillet pour demander au peuple français, est-ce que vous êtes d'accord pour que je convoque une assemblée constituante et qu'on élise des députés constituants et qu'on refonde des institutions plus démocratiques? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, monsieur Boursier, et moi, et ceux qui nous écoutent, comme citoyens, nous aurons des droits nouveaux, possibilité d'intervention, possibilité de révoquer les élus, possibilité de convoquer des référendums sur des sujets si je le juge important. Je vais vous dire une chose, je suis au terme de ce mandat parlementaire, le pouvoir n'est pas à l'Assemblée nationale. Le pouvoir, il est concentré sur le président de la République et les députés, bien souvent, sont des pantins, on les appelle les Playmobil pour ceux de la majorité, qui relayent uniquement le pouvoir présidentiel. Et cette concentration pose un problème démocratique. Donc, nous sommes dans un moment de faible intensité démocratique, donc j'invite le peuple. Là, dans 6 mois, il y a une élection. Venez voter. Les amis, j'ai envie de dire. La ruse du système consiste à vous dégoûter de la vie politique et à vous dire restez chez vous. Mais les riches... Mais qu'est-ce que c'est que le système, Alexis Corbière? Alors, pardon, on va pas partir des heures dans ceux qui profitent du système. Non, parce que cette expression est utilisée à tort et à travers à tous les coins de phrase. Ah non, c'est pas à tort et à travers. Il y a un système économique qui profite à certains. Ça ne vous a pas échappé. Moi, ce que je voudrais savoir... Écoutez-moi, notamment depuis que M. Macron a été élu, vous avez les gens les plus riches qui ont vu leur fortune augmenter quasiment doubler. À l'inverse, vous avez le nombre de gens sous le seuil de pauvreté qui a augmenté. Donc ce système économique, je veux dire en gros mots, le capitalisme profite à des gens. Et eux ont tout intérêt à ce que le peuple ne vienne pas voter. Ça lui va l'abstention. Donc on dégoûte, on soutient ceux qui organisent des diversions. Vous avez observé que par exemple, il y a des candidats d'extrême droite, dernièrement j'ai vu, qui ont beaucoup de gens puissants, qui ont de l'argent, qui les soutiennent, parce que ça les intéresse, qu'on ne parle pas des fins de mois difficiles, qu'on ne parle pas des salaires, qu'on ne parle pas des services publics, mais qu'on parle des musulmans, qu'on parle de sujets comme ça annexes, qui ne sont pas le cœur du problème. Vous parliez de la jeunesse qui m'écoute, l'enjeu qu'elle doit régler, c'est est-ce que ce système détruit la planète, est-ce qu'on le laisse faire, ou est-ce qu'on agit démocratiquement pour le changer? C'est passionnant. Hein. Ce qui détourne les gens de la politique aussi, ce sont les négociations, les discussions, les égos, les incapacités à se mettre d'accord. La gauche, laissez-moi terminer s'il vous plaît, la gauche pèse moins aujourd'hui qu'elle n'a jamais pesé dans l'histoire de ce pays. Il y a différents candidats qui se sont vus, vous êtes mis tous autour d'une table à l'appel de Yannick Jadot, il n'y a pas d'accord.
Parce qu'ils Yannick Jadot le repousse ce midi dans mon émission, Jean-Luc Mélenchon l'a repoussé à d'autres moments, Anne Hidalgo le repousse. Nous, pour notre part, on a proposé différentes formes d'union, fédération populaire, union populaire. Mais c'est clair que M. Jadot veut être candidat, les écologistes considèrent que c'est leur moment, le Parti socialiste aussi, et d'autres partis, je le regrette. C'était un jeu de dupes, de toute manière. Demandez à M. Jadot, en toute sincérité, il n'a jamais eu l'intention, de toute manière, hormis que lui soit candidat, de faire autre chose. Et c'est la même chose. J'ai posé la question ce midi, il a dit, il y a 5 ans, je l'ai fait. Je me suis retiré. Très bien, mais il le dit honnêtement. Donc il l'a fait, il dit, on a bien compris, de toute façon il veut être candidat, lui. Le désaccord que j'ai avec M. Jadot, c'est sur le fond politique. C'est un homme que, à titre personnel, je ne me permettrai pas de remettre en cause. Mais M. Jadot est pro-européen, favorable aux directives européennes qui imposent à ce que nous privatisions certains services publics. Vous voyez, c'est l'actualité là, quand vous voyez qu'en Allemagne, il y a une coalition de gouvernement qui se met en place avec différentes tendances de la gauche, par exemple, et les écologistes, vous dites pas, tiens, nous pourrions nous aussi gouverner dans une forme de coalition? Jean-Baptiste Boursier, c'est passionnant l'exemple de l'Allemagne. Il s'agit, en Allemagne, déjà, le socialiste était l'ancien ministre des Finances de Madame Merkel. C'est vous dire à quel niveau de gauche il se situe. Il y avait déjà une coalition et ils vont faire alliance avec des libéraux. C'est pour dire aussi... Alors, des gens qui font alliance avec des libéraux et avec l'ancien ministre des Finances, Mme Merkel, je ne crois pas que ça va rompre avec Mme Merkel. Alors, c'est un bon exemple. Et pour ce qui est de la France insoumise, nous ne mettrons pas les doigts là-dedans. C'est clair, c'est une autre politique que nous proposons. Une politique qui est favorable aux milieux les plus défavorisés. Une politique qui organise la répartition des richesses. Je prends un exemple qu'on a évoqué, et Jean-Luc Mélenchon l'a fait au cours de son discours. Une des premières mesures qu'a fait ce gouvernement en 2017, c'est supprimer l'ISF. Vous vous en souvenez? Près de 4 milliards de moins de recettes pour l'État. Le président avait dit, si ça n'a pas d'effet de ruissellement, nous le rétablirons. France Stratégie vient de se prononcer, c'est un institut qui est non discutable, vient de dire que l'ISF n'a pas profité à notre système, n'a pas été, cet argent n'a pas été remis dans l'économie, il s'est uniquement concentré sur les plus puissants. Est-ce qu'on rétablit l'ISF? 4 milliards pour mener des politiques sociales, ça vaut le coup? Et on peut faire d'autres choses. Vous voyez, c'est des choix politiques. Jean-Luc Mélenchon en propose des très clairs. Dans les différentes études, je sais comment les politiques aiment les manier avec précaution, mais les manient tout de même. Et les manient tout de même. Bien sûr. Nous parlions du total de gauche, qui est extrêmement faible. Le total de droite est extrêmement élevé. Et notamment, celui qui est encore plus élevé, c'est le total de la droite extrême. En tout cas, Zemmour plus Le Pen aujourd'hui, selon les études, on est entre 30, 35, 38%. Permettez-moi déjà de remettre en cause ce que vous dites, c'est-à-dire que ce que nous dites, vous basez sur les sondages. Actuellement, c'est qu'un électeur sur deux n'a pas fait de choix. Donc déjà, c'est sur un segment de moitié du peuple que vous relayez cette photographie. Et je vous en fais pas grief, mais d'abord, perdons pas de vue, c'est pourquoi nous nous tournons non pas vers ces petites histoires, mais vers la moitié de la population abstentionniste, qui c'est souvent les milieux populaires, sociologiquement c'est assez clair. Deuxièmement, effectivement, actuellement, il y a une faiblesse de l'expression politique dans ces 50% de ce qui est de gauche. Donc je répète que je me tourne à nouveau vers ceux qui n'ont pas fait de choix, souvent ceux qui vont se prononcer. Donc c'est-à-dire que ceux-là, vous leur parlez pas? Ceux qui décident aujourd'hui, ceux qui déclarent aujourd'hui, moi je voterai pour Marine Le Pen ou je serai prêt à voter pour Éric Zemmour, vous dites, tant pis, je parle aux abstentionnistes. Non, là j'étais en train de parler. Non, de toute façon, je vais vous dire, vous avez raison de me corriger, dans une campagne on parle à tout le monde. Mais je dis par exemple aux électeurs Madame Le Pen, issue des milieux populaires. Madame Le Pen n'est pas véritablement pour l'augmentation des salaires. Vous êtes favorable à ça? Des milieux, ceux qui seraient sensibles à Monsieur Zemmour, ils sont au courant que Monsieur Zemmour va faire travailler jusqu'à 64 ans? Vraiment, cette régression sociale, vous y êtes favorable? L'extrême droite vous floue. C'est ça que je leur dis. Les gens sincères des milieux populaires qui pensent que le responsable, c'est pas ceux qui profitent du système économique que j'ai décrit tout à l'heure, mais c'est l'immigré. Je leur dis, les amis, vous êtes en train de vous faire avoir. C'est une ruse. Donc j'invite tous les milieux populaires à nous écouter, à écouter ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui est favorable effectivement à créer une république dans laquelle l'expression populaire s'exprime mieux, que les citoyens aient plus de pouvoir, qu'on puisse contrôler les élus, qu'on organise une autre répartition des richesses, qu'on augmente les salaires, SMIC à 1400 €, qu'on défende le service public, qu'on permette à ce qu'on parte à la retraite à 60 ans, etc., etc. Qu'on passe en 6e République véritablement. Je vais vous dire une chose. Je défends Jean-Luc Mélenchon, mais Mélenchon veut être celui qui met fin au présidentialisme. Ce qui rend fou la vie politique française, c'est le présidentialisme. Les gens qui veulent être monarques à la place du monarque. Rien ne sortira d'un système où autant de pouvoir se concentre sur un homme. Jean-Luc Mélenchon va être le dernier président de la 5e République. Avoir véritablement, et c'est important, parce que je vais vous dire, ceux qui nous regardent, les amis qui allaient voter, ne vous laissez pas flouer par des sauveurs suprêmes qui seraient meilleurs Macron que Macron. Il faut autre chose, redonner le pouvoir au peuple. Ça, c'est au cœur de notre campagne. 2 questions rapides d'actualité. La première, Fabien Roussel, qui est candidat communiste à l'élection présidentielle, propose de renforcer la loi Guesso. Il souhaite rendre inéligible, les personnes qui ont été condamnées pour racisme ou incitation à la haine. En fait, il vise directement Éric Zemmour. Est-ce que c'est une proposition que vous trouvez cohérente? Écoute, on peut en discuter, mais là, dans une campagne, quand quelqu'un est candidat, de donner un aspect rétroactif, je ne crois pas à l'efficacité de ça. L'intention est louable, mais ça paraîtrait comme une... Vous l'avez dit, un effet de circonstance. Il n'est pas candidat encore.
D'accord? Non, mais bon, ouais, comprenez, on a tous compris ce que ça veut dire. Attention à ce que quand même, on n'utilise pas la loi à ce stade. Ça me semble pas être une bonne idée, mais on peut en discuter. Mais ça me semble pas être une bonne idée. Autre question qui vous concerne directement, Alexis Corbière, au sujet des commémorations de l'assassinat de Samuel Paty, interrogé sur les caricatures montrées en classe aux enfants. Vous avez dit il y a des dessins à ne pas montrer aux adolescents. Là, je vous cite dans la phrase. Hein. Oui. Le contexte n'était pas ce que Samuel Paty montrait à ses élèves, mais la phrase vous l'avez prononcée en tant que telle. Est-ce que vous souhaitez la corriger ou est-ce que vous confirmez ce propos? Je veux repréciser une chose, que les choses soient claires. Samuel Paty, son cours était irréprochable. Samuel Paty était un bon enseignant. La polémique qui est née d'une jeune fille qui n'avait pas participé à son cours et qui a menti à son père et qui a fait croire qu'il y avait eu un problème. Et à partir de là, des provocateurs extérieurs à l'établissement scolaire sont venus et un fou, un assassin islamiste est venu assassiner Samuel Paty. Donc je n'ai jamais prononcé, je ne prononcerai jamais une mot de critique vis-à-vis de Samuel Paty. Deuxièmement, je suis moi-même enseignant, prof en lycée professionnel depuis 25 ans. Les collègues, évidemment, ont peur et sont inquiets. Après, serait trop de temps. Il y avait une discussion sur un document pédagogique. Comment ça fonctionne? Un sondage de la Fondation Jean Jaurès qui dit qu'un enseignant sur 2 ne peut plus faire cours. Sondage erroné, en vérité, qui n'exprime pas ça. Et je disais, en classe, quand on est en classe, un document pédagogique doit toujours être adapté à l'âge d'un élève. Il y a des choses qu'on monte pas, qu'on essaie pour faire comprendre, pour créer de la transmission et de l'éducation. Et en l'occurrence, il y avait une discussion qui était née, le demande de Blanquer qu'il faudrait montrer tous les dessins de Charlie Hebdo. Je dis, moi, ça dépend de l'âge. C'est tout ce que je dis. Et en l'occurrence, pour ce qui est du travail de Samuel Paty, c'était un excellent prof. Et moi, j'ai lu là-dessus nombre de choses qui disaient clairement que quand un élève avait un propos problématique, il arrêtait pour avoir la discussion avec l'élève devant tout le monde et le faire progresser. C'était un homme donc pas de sujet sur l'utilisation de caricatures dans les classes que vous nous dites? Mais c'est souvent extrêmement utile, évidemment. Mais ceci dit, cette controverse, elle est née de quoi? Je vais vous dire. C'est le Parti socialiste, à la ramasse actuellement, qui a lancé ça. D'accord? Pour nous salir, pour sous-entendre, le dénominaliser fort a sous-entendu que je justifierais le crime de Samuel Paty, relayé par Valeurs Actuelles. Vous savez, l'hebdomadaire d'extrême droite. Donc, Parti socialiste, Valeurs Actuelles, pour expliquer que moi, je justifierai le crime de Samuel Paty. Ils sont à 4% dans les sondages, mais ils vont finir à combien s'ils continuent comme ça? C'est scandaleux. Sous-entendre qu'un homme comme moi, un laïc, républicain, enseignant, prof en lycée professionnel, prof d'histoire comme Samuel Paty, indigné comme tout le monde par la mort de Samuel Paty, le jour de l'anniversaire de la mort de Samuel Paty, ils ont voulu considérer que mes propos, qui étaient des propos que tout enseignant connaît. Je veux dire, vous avez un enfant de 10 ans, on lui parle pas de religion, de la même façon qu'un enfant de 15 ans, de 17 ans, de 18 ans. Ça s'appelle être prof. Et alors je vais vous dire une chose, c'est que la formation des profs, elle est en difficulté. Et vous avez dit par exemple les amours de Rimbaud et Verlaine peuvent choquer les enfants. Oui, il faut les enseigner, il faut parler de l'homosexualité, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est prof, il y a souvent des choses qui font réagir les élèves. Vous savez, les jeunes, ils sont porteurs de toutes les, comment dirais-je, les bêtises de la société. Et vous avez des élèves qui peuvent être dans un premier temps surpris. Je me suis peut-être mal exprimé là-dessus, sur ce point-là, parce qu'il va de soi qu'il faut en parler. Il faut effectivement, comment dirais-je, crever l'abcès, expliquer aux élèves que la sexualité, l'homosexualité, c'est beau, c'est magnifique, et qu'il est hors de question de détester ou d'avoir un jugement négatif vis-à-vis d'un auteur. Mais tout ça, moi ça m'est arrivé, quand vous êtes face à une classe de 25 élèves, eh bien ça discute. Les a priori, y compris les bêtises qu'on vous relaye, il faut en discuter. Mais il faut le faire avec tact, sensibilité, justesse. Merci beaucoup, Alexis Corbière. Il y a des documents pédagogiques qui font. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Et je tiens à le dire. Merci Jean-Baptiste Boursier de m'avoir permis de m'exprimer là-dessus, parce que ça m'a touché qu'on puisse entendre des choses qui sont assez ignobles. Et je crois avoir été clair. Samuel Paty était un des meilleurs d'entre nous. Et à travers lui, c'est toute l'école républicaine qui a été touchée. Et il va de soi qu'il fallait lui rendre hommage. J'espère aussi l'avoir fait. Merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir accepté mon invitation ce soir dans BFM TVSD. Bientôt 18h45.